Et bonjour à tous. Vous savez peut-être, cette visio, elle remplace une soirée palabre. L'ABI organise tous les ans 3 soirées palabres autour de thèmes divers et variés. Mais bon, cette année, Covid oblige, donc on est passé à la visio. Et donc, au mois de novembre, était prévue l'intervention de Fabien Cazenave, que on salue. Donc, Fabien Cazenave et journaliste à Ouest France, responsable ou participant notamment sur les pages Europe du site internet de Ouest France. Vous avez une longue histoire européenne, alors vous nous en direz peut-être un mot. En tous les cas, il nous semblait important de faire le point et de vous entendre sur comment la crise du Covid a impacté l'Europe, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau politique, parce qu'on voit bien que, et puis l'actualité du Brexit nous le montre encore une fois, que la question européenne est centrale dans nos décisions économiques et politiques. Donc, on est content de vous accueillir et de recevoir vos lumières. Votre intervention sera ponctuée de quelques vidéos, hein, parce que bon, ça rythme un peu, puis ça donne un petit peu, un, un éclairage nouveau et visuel surtout sur les propos. Enfin, donc évidemment, les participants pourront poser des questions. Les questions, vous les posez par écrit, s'il vous plaît, parce que bon, on ne peut pas en visio, faire en sorte que tout le monde puisse parler, parce que ça devient une cacophonie. Donc, vous avez un icône en bas de votre écran qui s'appelle Discussion. Donc, si vous avez des questions à poser, alors tout au long de la conférence, vous les écrivez, et puis moi, je les regrouperai en fin de conférence pour que vous puissiez entamer un dialogue avec Fabien Cazenave. Voilà, Fabien Cazenave, c'est à vous. Nous sommes tout oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette invitation. Bon, voilà, avec des nouvelles pratiques, comme vous voyez derrière moi, par exemple, j'ai un tissu pour cacher des cartons et des choses qui ne font pas bon genre. Voilà. Donc, on apprend tous à se débrouiller avec la visioconférence. Et puis, je suis très content de pouvoir le faire. Je vois qu'on est quand même pas mal ce matin, donc c'est chouette. D'autant plus que le sujet du jour sur quel impact du Covid sur l'Europe ou de la Covid. Alors, bon, je vais essayer de dire la Covid parce qu'a priori, on respectera un petit peu mieux la langue française, puisque Covid étant un acronyme. Normalement, un acronyme en anglais, quand on traduit, on prend le terme maladie, donc c'est plutôt féminin. Donc il est possible que je dise la Covid, mais comme à Ouest France, on dit le Covid, ne m'en veuillez pas si ma langue fourche, malheureusement. Vous parliez, Jacques-Yves, de Ouest France et de l'Europe. Effectivement, on est dans un journal, je suis dans un journal qui est très engagé sur les questions européennes. Alors, engagé, ça ne veut pas dire militant, hein, ça veut dire qu'on pense on pense intéresser nos lecteurs de la commune au monde. Et évidemment, l'Europe est un des échelons les plus importants pour nous. Mais c'est vrai que c'est un engagement qui existe déjà à l'époque de Ouest Éclair, avant Ouest France. Mais on a toujours eu des engagements là-dessus, de mettre le focus, de mettre la lumière, en tous les cas, sur ce qui se passe dans les institutions européennes, les décisions qui sont prises, essayer de les décortiquer, voir qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau local. Et donc, on essaye de faire ça au quotidien, ce qui est un défi permanent. Et puis moi, je suis plus sur les questions numériques, enfin, pas sur les questions numériques, je suis sur les questions européennes, mais sur le numérique. Voilà. Donc, quel impact du Covid sur l'Europe? Alors, en préparant cette conférence, je me suis dit, oh là là, il y a quand même plein de sujets que j'aimerais bien faire en plus. Là, si le Brexit ne me prenait pas autant de temps en ce moment, j'aimerais bien faire plein d'angles sur la dimension européenne avec la Covid. Ne serait-ce que pour donner des bilans du point de vue européen et pas simplement du point de vue français. C'est un peu comme si, au lieu de donner les bilans français tous les soirs, on vous donnait que le bilan de la Bretagne, de la Normandie, de l'ONIS autour de La Rochelle, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on devrait faire, nous, en tant que médias, plus souvent. Et donc, j'ai regardé depuis le début de la pandémie, l'Europe compte au 30 novembre
plus de 13 millions de cas confirmés depuis le début de l'épidémie et malheureusement 322 000 décès, ce qui est énorme pour une maladie qui est quelque chose en reste. Les 5 pays européens les plus endeuillés depuis le début de la pandémie, ce sont le Royaume-Uni, avec 58 000 décès, l'Italie, avec 55 000 décès, la France, 52 000. Et puis ensuite, il vient l'Espagne, 44 000 décès, et la Pologne, avec 17 000 décès. Donc, comme vous voyez, dans cette Europe hors Russie notamment, vous avez plus vous êtes un gros pays généralement, plus vous avez beaucoup de décès, ce qui semble un peu logique. On reviendra un peu dans le détail tout à l'heure sur la question de oui, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des différences entre les pays? Oui, il y en a. Effectivement, il y en a énormément. Mais il faudra toujours faire attention au fait que même dans ces pays-là, en fait, vous avez des grosses différences régionales ou locales en fonction de certains contextes. Aujourd'hui, donc alors ça, je vous ai donné au 30 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre. Sur les 15 derniers jours, en Europe, il y a eu 225 000 nouveaux cas de contamination. Alors c'est moins que sur le continent américain, Amérique du Sud, Amérique du Nord compris, où il y en a 325 000. En Asie, il n'y en a que 75 000 et en Afrique, il n'y en a que 19 000. Sur les chiffres asiatiques, il faut se méfier. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez le problème, c'est que ce sont des chiffres officiels. Et qui dit chiffre officiel dit qu'il faut qu'on ait confiance dans la volonté de transparence de certains gouvernements. Et ça, malheureusement, par exemple en Russie, il y a beaucoup de cas de décès, liés au Covid qui sont transformés en cas de pneumonie. Et on le sait que c'est des chiffres qui sont travestis parce qu'on fait, autant on peut cacher les causes de la mort, en mettant sur l'acte de décès pneumonie, par exemple, c'est le monnaie courante en Russie. Autant on ne peut pas cacher une surmortalité. C'est-à-dire que par rapport à une autre période, l'année d'avant ou à la même époque, on avait tant de morts, et là, on en a 125% de plus. Donc, c'est des choses qu'on sait, où il faut qu'on se méfie. En Iran, c'est pareil. En Chine, c'est pareil également. Alors, ils ont aujourd'hui une meilleure maîtrise de l'épidémie que nous. Ça, c'est une réalité. Cependant, il faut se méfier des chiffres qui sont donnés. Parce que, par exemple, à Wuhan, on nous annonçait 14 000 décès en fin avril. Or, il y avait 60 000 urnes funéraires qui étaient alignées. Donc, vous voyez, il y a des fois des choses où il faut qu'on se méfie. Mais même en Europe, hein, il faut se méfier des chiffres aussi, puisque des fois, on compte des choux avec des carottes et des fois, on oublie de compter les carottes. Voilà. Donc, ce qui fait qu'un pays comme la Belgique, par exemple, était un des pays les plus touchés, mais ils mettaient tout dans le Covid. Eux, dès qu'il y avait quelqu'un qui était décédé, hop, c'est Covid. Donc, ce qui fait que forcément, ils avaient des chiffres par rapport à leur niveau de population qui était énorme. Et des fois, ils ont peut-être trop compté. Voilà. Donc, on s'en est aperçu après. Ils ont corrigé un peu le tir depuis. Selon un rapport de l'OCDE publié en novembre 2020, donc avec une source, avec des gens qui ont un regard un peu différent des États, d'après l'OCDE, il y aurait 10 millions d'Européens qui ont été infectés et plus de 265 000 morts liés au Covid sur le continent européen. 90% de ces décès ont été recensés chez les plus de 60 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui touche l'ensemble des pays européens. Ce n'est pas une donnée. Les personnes âgées en France ne sont pas plus faibles que celles qui sont ailleurs en Europe. C'est malheureusement quelque chose où on sait que ce virus qu'on commence à connaître un petit peu, mais où on a aussi beaucoup de zones d'ombre encore. Ce virus touche en priorité les personnes âgées. Ça peut aussi toucher les jeunes, malheureusement, mais en priorité, on constate que dans les décès, c'est plutôt les personnes âgées qui sont touchées. Et dans plusieurs pays européens, a priori,
plus de la moitié de ces personnes qui sont décédées étaient en résidence médicalisée, c'est-à-dire l'équivalent de nos EHPAD, par exemple. Donc c'est vraiment les gens les plus fragiles et les plus âgés qui sont le plus touchés là-dessus. Mais on s'est aussi aperçu que les plus pauvres étaient également les plus touchés, parce que généralement, ils ont moins de moyens pour pouvoir avoir une santé, être en bonne santé. Ils sont plus touchés par les questions d'obésité, où on sait que c'est un facteur de risque aggravant. Ils ne vont pas forcément chez le médecin pour se soigner comme il faudrait. Donc, ils ont des complications qui peuvent s'enchaîner. Et par exemple, au Royaume-Uni, la probabilité de décéder du Covid est 2 fois plus élevée dans les quartiers les plus pauvres. Voilà, c'est des choses qui ont été quantifiées au Royaume-Uni. C'est des types d'études qu'on n'a pas en France, effectivement, parce qu'on n'a pas envie forcément de stigmatiser les gens. Puis c'est plus compliqué à faire. Au Royaume-Uni, ils aiment bien classer en fonction de la couleur de peau, en fonction ils ont une approche des communautés qui est beaucoup plus poussée qu'en France, donc on a ces chiffres-là. Pour en mettre quand même en rapport, le tabac fait 700 000 décès chaque année. Et ça reste le premier facteur de mortalité en Europe. L'alcoolisme, ça vient ensuite avec plus de 255 000 décès. Et donc, pour vous mettre en rapport, mais le Covid a fait plus de morts que l'alcoolisme, par exemple, en Europe, jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. On a pris des mesures extrêmes partout en Europe pratiquement pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Et c'est des questions qu'il faudra se poser parce qu'on est capable d'arrêter l'économie pour arrêter une épidémie. Est-ce qu'on sera capable de prendre des décisions fortes par rapport au tabagisme qui a un poids sur notre système de santé énorme plus tard ou pas, ou sur l'alcoolisme également? Ça, je ne sais pas. On verra plus. En tous les cas, la question de mettre la santé en premier est quelque chose qui a été une valeur communément partagée en Europe, pas qu'en France. Voilà. Euh, alors, il faut aussi rappeler, donc là je vous ai assommé un peu de chiffres, je suis désolé. Maintenant, on va passer à une mise en perspective. L'Europe n'a pas été touchée de la même manière partout, de même qu'en France. Je veux dire, entre l'Ouest, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine et la région Grand Est, par exemple, il y a des gros écarts dans la manière de faire. Par contre, ce qui était commun dès le départ, c'est que l'Europe n'y a pas cru au début. Quand on a eu les premiers cas qui arrivaient à Wuhan, on sait que ça arrivait en décembre. On a commencé vraiment à en parler décembre, janvier. Mais en Europe, on n'y croyait pas. On se disait, c'est une grosse grippe. On a eu du mal à percevoir l'ampleur du phénomène dès le départ. Et en plus, tout le monde n'a pas été touché au départ. Donc, on s'est dit, oui, ça s'est réservé, par exemple, aux Italiens. C'est les Italiens qui ils sont beaucoup plus proches, ils sont beaucoup plus tactiles, ils ne sont pas forcément très propres. Voilà, ils se sont dit ça au début, les Européens, au départ. Ils n'ont pas vu que, par exemple, les régions du nord de l'Italie, qui sont les plus industrieuses, qui sont les plus proches, par exemple, de l'Allemagne en termes de comportement, elles étaient extrêmement touchées parce que c'était des régions qui étaient extrêmement polluées. Et on ne sait pas aujourd'hui si ça n'a pas eu un impact sur la diffusion du Covid là-dessus. Euh, il y a eu des grosses différences également dans les vagues, ce qui fait que le rapport de certains pays au coronavirus, nous, on est très touchés depuis le mois de mars. On est très concentré sur l'actualité du coronavirus et de la Covid. Mais par exemple, à l'Est, dans les pays comme la Pologne, il y avait très peu de cas. En Hongrie, il y avait très peu de cas également. Et ce qui fait que on a eu du mal à prendre certaines décisions et ça a induit le fait qu'il n'y a pas une prise de conscience collective. Et donc on avait énormément de réactions qui ont été nationales.
Actuellement, il y a des pays avec des plateaux, d'autres avec une forte baisse. Alors, je vais me permettre de mettre dans le canal conversation un lien qu'un collègue à moi qui fait beaucoup de ce qu'on appelle la data, c'est-à-dire qui gère les données, qui gère les données. Il a écrit un article qui s'appelle, alors je vais vous le mettre tout de suite, hop, que je ne me trompe pas dans mes fenêtres. Voilà, veux-tu venir en grand, s'il te plaît? Voilà, je vous l'ai mis dans la page voilà, conversation. Donc, c'est un article publié sur Ouest France, intitulé « Jean Castex a-t-il raison de dire que la France s'en sort mieux que les autres en Europe ?» Donc, on a regardé un peu cette phrase-là parce qu'elle a un peu heurté. On s'est dit, mais enfin, c'est pas très sympa de dire aux autres qu'ils se débrouillent moins bien que nous. Enfin, voilà. Et on a regardé un peu avec des chiffres. Et en fait, quand vous regardez, quand vous descendez un peu dans la page, vous avez le taux d'incidence en Europe. Vous voyez les différentes. Vous avez deux tableaux. Un qui vous montre les différents nombres de cas pour 100 000 habitants en Europe. Effectivement, la France est plutôt bien placée. Et puis, vous avez également plus bas l'évolution du taux d'incidence par pays, où vous avez une petite case pour pouvoir sélectionner les pays que vous voulez mettre pour voir la différence. Et on s'aperçoit par exemple que pour l'Allemagne, il y a une sorte d'effet plateau, c'est-à-dire que ils ont augmenté, ils étaient beaucoup plus bas que nous, ils étaient entre 150 et 160 cas pour 100 000 habitants. Mais le problème, c'est qu'ils continuent à l'être, en fait. Et donc, ils sont plutôt inquiets parce qu'ils n'arrivent pas à réduire ça. Et donc, ce qui fait qu'en Allemagne, actuellement, on va avoir un confinement un peu plus serré. Enfin, voilà, ils appellent ça la Katastrophenfall. Vous avez vu ce terme-là sur les unes des journaux allemands récemment, cette semaine et la semaine dernière, qui sont arrivés parce qu'en Bavière, notamment, c'est catastrophique. Les taux sont en train d'exploser. Et donc, ils sont obligés de prendre des mesures très dures par rapport par rapport aux fêtes de Noël, alors qu'ils pensaient que eux, ça allait bien se passer. Et puis, quand on compare avec la France avait, à un moment donné, au plus fort des cas de contamination, on avait presque 600 cas, on avait 573 cas pour 100 000 habitants de contamination, ce qui était énorme. Et aujourd'hui, on est redescendu à 107, 108. Voilà. Donc, je vous invite à regarder cet article-là qui est plutôt très intéressant à voir parce que les données, des fois, nous donnent quand même des indications sur le moyen et et le long terme. Alors, on me dit qu'on ne voit pas la courbe sur l'article dont je parle. Donc, c'est sur la partie après l'intertitre effet de palier. Vous avez vous avez comment dire, des sortes de diagrammes qui sont proposés. Et vous avez évolution du taux d'incidence par pays. Et là, vous pouvez choisir certains pays, les pays européens, dans la barre de recherche. Sinon, vous avez l'Albanie, l'Andorre, l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Belgique, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe ailleurs, voilà, vous pouvez choisir un pays qui va s'afficher ensuite. Donc, pour continuer, on a aussi une difficulté pour comparer. Par exemple, l'eurodéputé Pascal Canfin, donc, qui est un ancien des Verts et qui est aujourd'hui au Parlement européen, qui est le président de la commission Envie au nom du groupe, enfin, qui est marqué Renew Europe et La République En Marche. Pascal Canfin a réclamé dans une tribune d'avoir les chiffres comptés de la même façon. Parce que, comme je vous ai dit, on ne compte pas de la même manière les choses en Europe, et ce qui crée des difficultés des fois pour se comprendre. Donc, c'est un vrai souci. Je vous ai parlé de la Belgique tout à l'heure, et puis il y a un deuxième effet pervers, c'est que ça nous empêche de se penser en tant qu'Européens. Et alors là, pour le coup, mea culpa, nous, en tant que médias européens, enfin, intéressés par les questions européennes, souvent on vous propose que des chiffres français, ou alors un chiffre ailleurs, mais on ne voit pas ça en tant qu'Européen. On se pense en tant que Français par rapport aux Allemands, par rapport aux Américains, mais ce qui ne veut rien dire.
la situation aux États-Unis n'est absolument pas la même. La manière de vivre, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, l'effet pervers, c'est qu'on ne se pense plus européen. Au lieu de se dire, voilà, en Europe, on a tant de morts et on a tant de cas de contamination, ça nous aurait permis de prendre l'ampleur du phénomène. Parce que si vous comparez les chiffres chinois par rapport aux chiffres européens au début, bah, en fait, finalement, il y en avait très peu. Et si on avait pensé européen, on n'aurait pas pensé que c'était une simple grippe au départ. Ce qu'on a tous dit ou entendu, en tous les cas, dans les premières semaines de l'arrivée de cette saleté de virus en Europe. Donc, comme je vous ai dit, l'Europe a été à réaction. Les Européens ont réagi nationalement. Tout d'abord, on a fermé les frontières avec les pays contaminés. La France, la première, avec l'Italie. Après, on s'est tous fermés les uns aux autres. Ça a été le grand retour de la frontière. Et puis surtout, chacun a réagi à sa manière. C'est-à-dire que comme on ne savait pas comment fonctionnait le virus, comme on ne savait pas qu'est-ce qui faisait qu'il se diffusait autant, eh bien, on a réagi un peu de notre manière. On a essayé de trouver des réponses, nos propres réponses. Typiquement, la fameuse Suède qui a proposé une stratégie de faire confiance aux gens et d'essayer d'éviter les trop grands regroupements. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, on aura une immunité collective, c'est-à-dire que tellement de gens auront eu le coronavirus qu'il y aura des anticorps et qu'il fera que le virus ne circulera plus de par lui-même. Ça a été beaucoup plus reposant pour les Suédois à vivre, mais ça n'a pas fonctionné, d'autant plus aujourd'hui avec un vaccin qui pourrait et qui va permettre de créer cette immunité collective beaucoup plus facilement. Alors, je suis désolé hein, s'il y a des médecins parmi vous et que certains termes que j'emploie ne sont pas forcément exactement les bons, j'accepte par avance vos remarques et vos reproches. Euh, le Royaume-Uni aussi a été dans un entre-deux, c'est-à-dire que d'un côté, on avait pris conscience de ce qui se passait, et puis de l'autre, on n'a pas voulu faire de confinement tout de suite, etc. On a même un Premier ministre qui disait oui, mais moi je continue à serrer les mains, je n'ai pas peur. Voilà. Et puis résultat des courses, il l'a attrapé, puis il a été sauvé il a été soigné par des médecins et surtout des soignants qui étaient venus de l'Union européenne. À quelques mois du Brexit, le destin fait souvent des clins d'œil. L'Allemagne, par exemple, a fait beaucoup plus confiance à ses régions pour la gestion de l'épidémie. Ça a plutôt bien fonctionné chez eux, mais ça a quand même eu des limites aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont des fois du mal à se coordonner réellement, et ça crée pas mal de tensions. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas, ce système qui a très bien fonctionné pendant la première vague ne fonctionne plus aujourd'hui. Et puis, on s'est aperçu malheureusement qu'on avait des très mauvais réflexes, dans le sens où quand vous avez la pénurie de masques qu'il y avait, on a cherché à en avoir au maximum tout de suite, pour soi, pour ses propres médecins, parce que ces médecins, c'est son personnel soignant. Et donc, on est arrivé à des scènes qui sont terribles. Quand vous avez une entreprise suédoise qui réussit à négocier des masques, à les avoir, à les rapatrier via la France, parce que c'est là où il y a la plateforme logistique quand ça vient d'Asie, et que c'est réquisitionné, et que la France vole les masques à cette entreprise suédoise dont une partie devait aller auprès des Italiens, pour les Italiens, et était destinée également aux Espagnols en signe de solidarité. C'est quand même terrible. Les Tchèques ont fait pareil. Les Tchèques ont volé des masques. Et ça nous a rappelé que quand il y a des moments de pénurie, quand il y a des moments de difficulté, il y a beaucoup moins de solidarité. La solidarité n'est pas. Il y a eu des signes de solidarité, hein, mais ça n'a pas été aussi énorme que ça. De même, vous avez tous vu ces symboles de solidarité avec ces quelques patients français qui ont été transférés en Allemagne. C'est formidable, mais ils étaient très peu nombreux, hein. Enfin, je veux dire, l'hôpital de Niort, ils ont accueilli au moins la moitié de tous
tous les patients qui ont été transférés en Allemagne. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on fasse attention des fois aux gestes de solidarité aussi qui ont été présentés. Mais donc, par exemple, la gestion des masques, la pénurie des masques, ça a été terrible et ça a un peu monté les Européens les uns contre les autres, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, puisqu'on avait parlé d'une vidéo, de faire une petite pause. J'ai récupéré quelques vidéos sur le site du Parlement européen qui propose plein de vidéos. Alors, cette vidéo est de Bergame, notamment, qui a été tournée à Bergame, dans cette région du nord de l'Italie, enfin, dans cette région du nord de l'Italie qui a été excessivement touchée. La ville de Bergame a été l'un des points noirs de l'Italie par rapport au virus. Ça a été très, très, très dur dans une ville qui est très industrielle. Voilà, je propose à Jacques-Yves de lancer cette vidéo. Alors, elle sera en anglais avec des sous-titres en français normalement. Voilà. Jacques-Yves, est-ce que tu peux nous la lancer? J'espère qu'elle va bien Oui, oui. s'afficher pour vous. Oui, on va la lancer. Il y a déjà des questions qui arrivent. Je propose qu'on reprenne toutes ces questions peut-être un peu à la fin. Je dis ça pour ceux qui visionnent cette conférence, parce que évidemment, comme souvent, ça part un peu dans tous les sens, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, je vais essayer de les ramasser de façon à ce qu'à la fin, c'est ce que je disais au début, on puisse entamer un débat avec vous sur les sujets qui sont importants pour ceux qui nous regardent. Voilà, donc on lance la vidéo sur Bergame. As the coronavirus pandemic began sweeping through Europe, Bergamo was one of the first cities to be inundated by COVID-19 cases. Its hospital and healthcare workers were stretched to breaking point. I posti di unità intensiva sono stati aumentati dai 65 che abitualmente avevamo a oltre 100 posti, utilizzando le recovery room delle sale operatoria e tutti gli spazi potenzialmente utilizzabili. Dal punto di vista tecnico noi viaggiavamo abitualmente sui 150-160 litri di ossigeno per ora, nel giro di una settimana siamo arrivati a 680. The pandemic highlighted weaknesses in healthcare systems across the EU. Today, the hospital is better prepared for the second wave, and treatments for COVID-19 patients have improved. The European Parliament wants the new EU for Health programme to be ambitious and ensure European systems can face future health threats, address medicine shortages, focus on disease prevention, and promote well-being. The EU citizens should welcome this program because this will improve the resilience of the healthcare systems in the Union by reducing health inequalities, by promoting digitalization, by giving support to European Commission for EU Beating Cancer Plan, for instance. MEPs want EU for Health to improve cooperation between EU countries to better deal with future crises. Noi sappiamo che la regionalizzazione della sanità ha molti vantaggi ma anche molti svantaggi. In situazioni come queste, più che delle ordinanze, serve una politica centrale comune sui principi generali. As the coronavirus pandemic began sweeping. Merci. Merci la diffusion de cette vidéo, Jacques-Yves. Alors, donc, ce n'était pas qu'en anglais, c'était également avec un bel italien que nous avons entendu. C'est toujours très agréable d'entendre plusieurs langues d'un coup. Donc, vous avez vu, là, c'était la présentation d'un programme. Alors, je sais bien que toutes les vidéos du Parlement européen vous disent que l'Union européenne, c'est super. Enfin, voilà. Mais bon, en tous les cas, il y a eu des choses qui ont été faites. Alors, justement, donc, je vous ai dit que les États nationaux n'ont pas forcément eu les bons réflexes. Ils ont essayé, ils ont eu très peur, ils sont regroupés. Maintenant, c'est bien gentil de dire que les États nationaux n'ont pas fait ce qu'il fallait ou n'ont pas forcément eu les bons réflexes. Maintenant, c'est l'Union européenne dans tout ça, le niveau européen. Alors, la Commission a semblé un peu perdue, comme tout le monde, au début.
même si elle avait déclenché un dispositif de crise dès le 28 janvier pour essayer d'évaluer, d'avoir les informations des pays qui étaient touchés pour pouvoir les transmettre aux pays qui l'étaient moins à l'époque. Et puis, écoutez, les eurocrates, ceux qu'on vilipende régulièrement, voilà, ils se sont mis ils se sont mis en route, ils ont bien pédalé et puis, ils ont fait plein de choses, notamment sur la législation, puisque, ils ont allégé les informations présentes sur les emballages, sur les notices d'utilisation, ils ont accéléré pour les produits médicaux, parce que ça vous semble, c'est pas, enfin, c'est tout bête comme ça, mais vous savez qu'on a une législation qui est très importante sur les produits et donc et notamment les produits médicaux. Et donc avec, vous savez, c'est la fameuse étiquette qu'il faut absolument lire avant de commencer un médicament quand le médecin vous a prescrit quelque chose. Elle est énorme. Et ben voilà, ça c'est des dispositions, mais ça permet aux gens qui utilisent les produits de pouvoir avoir vraiment une forte information. Mais donc, le problème, c'est que des fois, ça rallonge les temps de production de produire toutes ces informations-là. Et donc, par exemple, on a réduit au strict minimum les informations pour que ça ne soit pas au-delà de la production du médicament ou du produit médical, par exemple, pour faire les chapeaux, enfin les chapeaux pour les médecins, pour les personnels soignants, etc., qu'on ne perde pas du temps et qu'on produise tout de suite et qu'on les envoie tout de suite et qu'il n'y ait pas besoin de rajouter une notice en plus dedans. Il y a eu également l'accélération de l'autorisation et de la mise à disposition des vaccins. Par exemple. Donc, on a simplifié les choses pour pouvoir permettre aux gens de travailler un petit peu plus, qu'ils ne soient pas obligés d'attendre 3 semaines pour avoir l'autorisation de commencer à travailler sur une piste par rapport à un vaccin. Mais à chaque fois, même s'il y a eu des allègements, la question de la norme la plus élevée en matière de sécurité a toujours été aussi l'alpha et l'oméga de la commission là-dessus. Il y a eu également le programme SURE, j'essaie de bien le prononcer en anglais, donc le programme SURE. C'est quand même 100 milliards d'euros qui a été débloqué avec les États, mais qui a été mis en place par la Commission, qui a été réfléchi par la Commission, qui était destiné notamment aux pays qui n'avaient pas de dispositif de chômage partiel. Parce qu'en France, on a appliqué quelque chose qui existait chez le voisin allemand tout de suite. Donc ça a permis de soutenir l'économie et de convaincre les gens de rester chez eux et de pas forcément d'aller sur place et éviter la diffusion du virus. Mais il y a d'autres pays où ça n'existait pas. Donc il a fallu les aider, débloquer de l'argent tout de suite. Et ça, la Commission, par exemple, l'a fait immédiatement. Et puis surtout, il y a eu la suspension des règles budgétaires. On n'était plus obligé de respecter le budget, la règle des 3%. Alléluia. Ça a été une vraie décision forte parce que ça a permis au pays de plus se poser de questions. Allez, on soutient l'économie à fond et puis on verra plus tard. Et ça permettait de se concentrer sur la santé comme ça. C'était vraiment quelque chose d'important. Alors la santé, je vous rappelle juste qu'elle n'est pas une compétence de l'Union européenne. La santé, c'est une compétence qui est nationale. Ça veut dire que si on veut soutenir notre hôpital à un haut niveau, on peut le faire dans l'Union européenne. Par exemple, en Irlande, ils ont des hôpitaux qui ont eu beaucoup moins d'argent proportionnellement. Et donc, résultat des courses, eux, dès qu'ils ont un niveau de 100 cas pour 100 000 personnes, voilà, pour eux, c'est beaucoup plus catastrophique. Par exemple, je ne parle même pas de l'exemple allemand où il y a beaucoup plus de lits de réanimation, etc., où il y a plus de personnel, etc. Alors, la Commission a tenté de pousser les États à coordonner leur stratégie de test et privilégier des commandes groupées, par exemple, pour éviter les pénuries. Ça, c'était le deuxième temps. C'est-à-dire, quand on s'est aperçu qu'on se volait les masques, on a dit oh, OK, on va se coordonner, on va réfléchir et on va se dispatcher les masques entre nous. La Commission a également débloqué 100 millions d'euros pour l'achat de 22 millions de tests antigéniques. Plus rapide et a suspendu jusqu'en avril les taxes sur l'importation de matériel médical. Pour un pays comme la France, ça n'a pas un gros impact. Mais pour d'autres pays comme la Croatie, par exemple, oui.
Pour vous donner un exemple très concret. Là, on parle du vaccin Pfizer, là, celui avec une nouvelle technique et qui doit être avec 2 doses différentes, mais qui doivent être conservées dans du froid. En France, on a les moyens d'eux, parce qu'on a les moyens d'avoir les frigos pour pouvoir les faire. En Croatie, la semaine dernière, ou en début de semaine, je ne sais plus, enfin, vous aviez plusieurs journaux qui titraient, mais on n'a pas les moyens d'eux. Nous, les Croates, on n'a pas ce qu'il faut pour avoir les vaccins et pour pouvoir les dispatcher ensuite un peu partout dans le pays. Et donc, c'est important qu'il y ait une coordination de ça et de dire, bah, écoutez, pour vous, on va débloquer des fonds pour que vous puissiez vous acheter des frigos immédiatement en quantité nécessaire. Donc, on va prendre une partie du budget, hop, pour les pays qui sont un petit peu plus en difficulté là-dessus. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui de très positif. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les instances européennes, même si elles n'ont pas forcément la compétence pour pouvoir faire des choses, elles ont quand même une connaissance de l'impact. Parce que dans les instances européennes, vous avez des gens qui viennent de partout. Vous avez des gens, des Italiens, qui ont été frappés par le coronavirus et qui ont transmis les informations à leurs collègues. Par exemple, le président du Parlement européen, David Sassoli, il est italien. Lui, il sait ce que c'est que de ne pas pouvoir retourner dans son pays parce qu'il n'a pas pu le faire dès le début. L'Italie était très fortement touchée. Il n'avait pas le droit de revenir. Il était en quarantaine à Bruxelles. Donc, il ne pouvait pas revenir voir une partie de sa famille, etc. Donc, il a transmis ça aux autres chefs de bureau, lors du bureau politique, avec les présidents de groupes politiques, etc., notamment ceux qui étaient à l'Est, en leur disant « Oui, mais vous êtes gentil, mais moi, je suis bloqué à Bruxelles. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas revenir chez moi. » Et donc, comme ça, ils ont eu cette faculté à transmettre aux autres États membres et aux dirigeants la réalité de ce que c'était, parce qu'ils sont beaucoup plus cosmopolites. Et c'est quelque chose qui est, par exemple, la transmission du virus. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas revenir à Strasbourg? Ce n'est pas simplement pour embêter les Français, ce n'est pas pour réduire les coûts écologiques, c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient énormément de gens qui avaient été malades au sein de l'institution et il y avait eu énormément de transmission, notamment chez les administratifs. Alors, vous avez eu un mort également en avril, qui était quelqu'un qui faisait du sport à fond et qui était quelqu'un qui était a priori en très bonne santé, qui n'avait pas de cause d'obésité et puis qui est décédé. Donc, ça a aussi marqué un peu les esprits parce que cette personne-là était notamment connue pour aider les eurodéputés quand il y avait un problème et que l'assistant n'arrivait pas. C'était lui qui venait voir l'eurodéputé pour l'aider. Et donc, voilà, ils ont aussi eu ce cosmopolitisme, ce multiculturalisme européen qu'ils vivent à Bruxelles, par exemple. Ça a permis de faire passer des messages tout de suite aux États membres pour leur dire « Non, mais attendez, on ne rigole pas là. » Voilà. Et puis, ils ont dû inventer de nouvelles manières de se réunir. Et puis, surtout, l'Union européenne est devenue le niveau où on pouvait régler les problèmes avec ses voisins sans que ça soit un rapport de force bilatéral. Parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, les stations de ski. Là, il y a eu une grosse bisbille entre l'Allemagne et l'Autriche, parce que l'Allemagne disait « Oui, vous allez fermer vos stations de sport d'hiver ». Ça a été un cluster énorme qui a diffusé partout, dans une partie de l'Allemagne lors de la première vague. Vous allez fermer vos pistes de ski. Les Autrichiens ont dit « Ah, je ne sais pas », etc. Et donc, en fait, finalement, au nom de la fierté nationale, Kurz, le Premier ministre, le chancelier autrichien, a dit « Bah non, on ne va pas fermer, voilà, puisque sinon, en plus, les Suisses vont nous prendre tous les clients, donc ce n'est pas possible. » Et en fait, en dehors de cet exemple-là récent, globalement, le niveau européen est celui où on peut discuter entre nous sans que ça soit le gros pays qui intime au petit pays de faire. Et ça a permis de mieux se comprendre entre pays et de casser un petit peu la méfiance qu'il pouvait y avoir au début, dont je vous ai parlé quand on se volait les masques, etc. Alors, quel impact économique? C'est difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer. On sait qu'on va avoir une très forte récession. Alors, on prévoit une contraction de l'activité économique de l'ordre de 7,4% selon la Banque centrale européenne pour l'ensemble de l'Union européenne.
Le taux de chômage pourrait atteindre 9% sur l'ensemble de l'UE. Donc, on avait baissé, là, on va remonter. Voilà. Et surtout, ce qui inquiète, c'est que la seconde vague, moi je dis seconde, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de troisième, donc je vais essayer d'éviter de dire deuxième vague. La seconde vague a cassé la reprise économique. Et donc ça inquiète beaucoup. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait réussi à maintenir des entreprises un peu hors de l'eau, etc. Là, avec le second confinement, il y a certaines entreprises qui étaient très en grande difficulté, là, qui pourront pas revenir, quoi. Donc c'est terrible, c'est terrible. On sait que c'est un effet d'entraînement très négatif, et donc c'est assez inquiétant pour l'année 2021. Il y a certains pays qui ont un problème aussi, c'est qu'ils sont très tournés vers le tourisme. Donc, par exemple, la Grèce, c'est compliqué pour eux. La bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient une industrie du soleil, donc les gens se sont un peu déplacés, mais ça n'a pas été aussi fortement, et donc aussi fort qu'auparavant. Donc, avant que le prochain été, il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de couler et de toucher ces régions. Je parlais de la Croatie, par exemple, typiquement, quoi. Ça a posé la question aussi de la relocalisation des industries. Donc, parce qu'on s'est aperçu qu'avec les masques, tout était produit en Chine. Et puis, on s'est aperçu également que pour produire des voitures, c'est bête, mais quand il y a une partie des équipements qui sont produits en Chine pour ensuite être transférés en Europe, où ça va être assemblé, on peut plus. Donc, ça pose beaucoup de questions là-dessus. On n'a pas encore réellement de réponse politique là-dessus, parce que vous savez, c'est comme les t-shirts. On sait très bien que les t-shirts Made in Europe sont de meilleure qualité que ceux qui sont faits en Made in China, ou en tous les cas, ils sont faits dans des conditions beaucoup plus respectables pour l'être humain. Mais sauf que ça veut dire qu'il faut qu'on paye plus cher aussi nos produits. Or, si on paye plus cher parce qu'on veut du bio, par exemple, pour notre nourriture, si on paye plus cher également pour nos services et pour nos achats, voilà, ça va être des choix qui vont être faits par les consommateurs, et c'est pas sûr que le consommateur ait la capacité à réellement faire un choix. Il va peut-être être obligé. C'est ce que nous ont dit notamment les Gilets jaunes. C'est-à-dire que vous êtes bien gentil de nous dire qu'il faut taxer le carburant, il faut augmenter là-dessus, mais moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre ma voiture pour pouvoir aller travailler. Voilà. Donc, vous voyez, et donc ça a créé une crise politique en France. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Et puis, on ne connaît pas également l'impact du plan de relance qui est prévu. Il a été adopté finalement donc jeudi, ça y est, le budget, les plans de relance ont été, ça fait 1 800 milliards d'euros, c'est énorme. Alors, le plan de relance qui est prévu notamment pour relancer l'économie tout de suite, c'est 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards de prêts. Ça n'a pas été, tous les pays n'auront pas forcément le même niveau. D'ailleurs, je vais vous mettre un autre article dans la barre de conversation. Hop. Alors ça, c'était un article qu'on avait publié en juillet avec qui, d'après ce qu'on avait compris, qui allait toucher quoi. Donc vous verrez, l'Italie toucherait près de 82 milliards d'euros parce qu'ils ont été très très fortement touchés, comme l'Espagne, voilà. La France, 38 milliards. La Pologne va toucher 37 milliards d'euros. Alors c'était une manière de les soutenir pour le climat, notamment qu'ils abandonnent leurs usines de charbon, pas tellement pour le plan de relance par rapport au Covid. Mais bon, voilà, c'est des négociations intergouvernementales qui, des fois, ont leur subtilité qui nous dépassent. Et puis, écoutez, il faudra qu'on voit réellement. Par exemple, l'Espagne a décidé d'utiliser principalement cet argent-là, non pas pour soutenir les industries qui ont été très fortement touchées, mais pour développer des nouveaux métiers, voilà, pour pouvoir transférer une partie de la population, notamment chez les jeunes qui vont perdre leur emploi, vers d'autres types de métiers qui vont permettre à l'Espagne d'être moins dépendante de l'économie du tourisme. Enfin voilà, donc c'est des grosses discussions qu'il y a en ce moment en Espagne et dans chaque pays. En France, par exemple, on va l'utiliser pour faire plus d'écologie, plus de lutte contre le réchauffement climatique, notamment pour l'entretien des bâtiments, ce qui va être une manière d'aider le secteur du bâtiment qui a été fortement impacté par la crise
de la Covid. Voilà, ça va être très important. On avance également sur l'Europe de la santé. Alors, j'avais vu qu'il y avait des questions sur l'Agence européenne. Je propose à Jacques-Yves de diffuser la deuxième vidéo sur l'Europe de la santé, qui nous a été aussi fournie par le Parlement européen. Et puis comme ça, je pourrais terminer le bilan et on pourra passer aux questions, comme ça. Et voilà, donc on va passer cette deuxième vidéo. Je pense qu'ensuite, bon, Fabien continuera son exposé, peut-être en centrant après sur les questions politiques. Enfin, je veux dire, cette crise du Covid, qu'est-ce qu'on peut entrevoir des conséquences politiques à l'intérieur des pays européens et de l'Union européenne en général. Mais donc là, et puis on répondra bien évidemment à toutes les questions en fin d'exposé. Voilà, donc on passe à la deuxième vidéo sur l'Union. Voilà, donc comme vous avez vu à la fin, oui, le Parlement veut plus. Alors, le Parlement a proposé un plan de relance à 2000 milliards. Il sera de 750 milliards. Mais en même temps, ce n'est pas le Parlement européen qui donne l'argent. Donc, forcément, eux, ils pouvaient demander 2000 milliards. Et puis, les États ont dit oui, bon, on va déjà donner 750 milliards, ce sera déjà pas mal. Quels sont le bilan? Donc, on a avancé sur l'Europe de la santé, dans le sens où, pour vous donner un exemple très concret, j'ai eu Nathalie Collin-Österli, qui est une eurodéputée des Républicains et qui est spécialiste des questions de santé. Et Madame Collin-Österli me disait que, en fait, elle était en charge d'un rapport sur justement la santé et quelles étaient les pistes qu'on pouvait étudier par rapport à ça. Et elle me disait, au départ, quand je l'ai pris, personne n'en voulait parce que comme c'est pas une compétence de l'Union européenne, personne parmi mes collègues en voulait. Puis en fait, finalement, c'est moi, ça m'a permis de me mettre très en avant et d'être en discussion avec les États membres et de faire mon travail de député, d'aller essayer d'aller obtenir plus au niveau européen, que ça soit un peu plus européanisé en tous les cas, harmonisé. Et donc, elle me disait que les agences européennes étaient jusque-là surtout là pour émettre des recommandations. Donc, ça faisait partie d'une des questions de M. Louis Jourdan. Où en est-on d'une agence européenne de la santé? En fait, vous en avez plusieurs, mais elles n'ont pas tellement de pouvoir réel, puisque c'est une matière c'est une compétence qui est nationale. Or, on a vu avec l'Agence européenne du médicament que là, quand il y a un vide, par contre, là, ça prend plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a un outil commun pour tester les vaccins. Et en plus, ce qui est bien, j'ai eu plusieurs sources différentes là-dessus, c'est que l'Agence européenne du médicament, quand elle va nous proposer, qu'elle va nous dire le vaccin vaut le coup, est valable, c'est un avis qui sera dans lequel on pourra avoir confiance, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une agence qui vit avec 10 000 € et des stagiaires. C'est des gens qui sont ultra compétents, avec un service qui travaille dessus depuis un certain temps et qui travaillent ensemble depuis un certain temps et qui vont pouvoir nous donner une validation réelle là-dessus. D'ailleurs, petit rappel, les journaux anglais et le gouvernement britannique se sont félicités de pouvoir donner le vaccin tout de suite. Et ils ont dit, c'est grâce au Brexit.
Pas du tout, camarade, puisque tu es encore régi jusqu'au 31 décembre, au moins par les règles européennes. Donc ça veut dire que tu as simplement utilisé une possibilité, européenne, qui est offerte aux États de dire: «Bah, si on veut s'affranchir de certaines règles, on peut dans le cadre d'une urgence». Donc c'est ce qu'ils ont fait. Nous, au niveau, collectif européen, on a décidé de faire des tests réellement avant de proposer le vaccin dans un but de convaincre la population de se faire vacciner en leur démontrant globalement que c'était quelque chose de valable. Ce qui est une autre manière de faire. Et puis, donc voilà, donc ça a permis de montrer une coordination sur des questions qui étaient jusqu'à présent mises de côté en disant non, vous êtes gentil, mais là, c'est les États qui décident. Et donc là, ça a permis vraiment de se mettre ensemble en commun, à discuter ensemble. Et puis, dernier exemple, quelles conséquences ça peut avoir. Ce n'est pas une conséquence politique pour l'Union européenne. C'est une conséquence des fois, comment dire, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, à Bruxelles, actuellement, il y a tellement de gens qui sont en télétravail, ils sont en train de prendre vraiment l'habitude de travailler depuis leur pays avec les gens, avec les autres. Et les rues, les bâtiments à Bruxelles, des institutions européennes sont relativement vides, en fait. Et donc, ils apprennent vraiment à travailler en télétravail. Et je pense qu'il y a à tel point qu'on se dit que l'immobilier à Bruxelles pourrait péricliter parce qu'en fait, dans le quartier européen, il y a beaucoup de gens les locations valent très cher, les maisons sont encore plus hors de prix, parce que en fait, tout le monde veut habiter près des institutions européennes et éviter d'avoir à prendre la voiture dans une voiture qui étouffe, dans une ville qui étouffe du trop de voitures. Et donc en fait, finalement, s'il y a du télétravail 3 fois par semaine, il est bien possible que finalement les gens n'aient besoin que d'une chambre pour pouvoir venir à leurs réunions une fois de temps en temps. On s'aperçoit que, même s'il n'y a pas eu de départ massif de Paris, enfin de vente d'appartements massives à Paris, il y a quand même une volonté des gens d'avoir plus de temps pour eux, etc., de pas forcément être en permanence dans les transports. Ils se sont aperçus que faire, par exemple, à Paris, faire 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, finalement, ça permettait ces 2 heures-là permettaient de faire énormément de choses à côté pour faire ses courses, pour s'occuper de ses enfants, etc. Donc ça va peut-être avoir un impact très fort sur notre vie de tous les jours, parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait travailler tous ensemble un peu à distance, même s'il faut également du présentiel. Et puis, écoutez, en tous les cas, on va bien voir si on réussit à avoir un vaccin, que ça réussit à bien fonctionner, qu'on réussit à contenir ce satané coronavirus. Écoutez, on va avoir grandement avancé parce qu'on aura un repère de quand il y a besoin d'avoir une urgence, de besoin d'urgence, quels sont les bons et les mauvais réflexes à ne pas avoir. Et on a fait un stress test massif qui a malheureusement coûté la vie à énormément de gens. Voilà, on s'aperçoit que sur la surpopulation, enfin la surmortalité, elle est quand même plus élevée malgré toutes les mesures qui ont été prises. Donc voilà, ça va être peut-être les questionnements qu'on va avoir. J'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que je vous aurai intéressé, en tous les cas, et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, et je redonne la main à Jacques-Yves. Donc, il y a un certain nombre de questions, effectivement, qui sont posées par nos amis qui ont visionné la conférence. Il y a une question qui est revenue 2 ou 3 fois, c'est sur la question de l'endettement. Parce que, donc, on voit bien, d'abord, les chiffres nous donnent le tournis, puisque pour beaucoup d'entre nous, on est passé d'une contrainte budgétaire à 3% qui se limitait à X milliards, et là, tout d'un coup, on a vu exploser. Soi-disant, il n'était pas possible de dépasser les 3% et se mettre dans des situations extraordinairement difficiles. Et là, on a laissé exploser la dette. La question qui se pose pour beaucoup d'entre nous, c'est cette dette, faudra-t-il la rembourser? Devra-t-on la rembourser? Comment ça peut se passer par rapport à ces sommes qui sont considérables? Ça, c'est la question à 1000 milliards. Écoutez, a priori, il va y avoir un remboursement, d'autant plus que ça a été emprunté sur des taux
c'est emprunté sur des taux qui sont très bas. Donc, on a plutôt intérêt à rembourser parce que ça donne une crédibilité énorme à l'Europe. Si aujourd'hui, alors avant même le coronavirus et donc cette déflagration, la France pouvait empocher, enfin, vous pouvez s'endetter sur les marchés à des niveaux excessivement bas, voire même négatifs. Je ne parle même pas de l'Allemagne qui, elle, pouvait s'endetter avec des gens qui leur qui leur prêtaient de l'argent en leur donnant de l'argent encore plus pour dire non, mais comme ça, chez vous, on est tranquille. Donc ça, c'est une force qui est incroyable pour l'Europe. Et donc, je pense qu'il y aura sûrement une volonté de remboursement. Il y a deuxième chose, il y a aussi l'idée d'avoir des recettes nouvelles. C'est-à-dire, donc il y a une négociation entre États. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'argent qui va être prêté et de l'argent qui va être donné aux États. L'argent qui va être prêté, donc ça sera remboursé. L'argent qui va être donné aux États, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle des ressources propres, en gros une taxation européenne, donnée au Parlement, enfin pas au Parlement européen, mais à l'Union européenne, pour qu'elle ait une capacité à pouvoir rembourser l'argent qu'elle aura emprunté. Donc il y a plusieurs taxes. Il y a la taxe sur le plastique, qui est vouée à disparaître, puisque l'idée, c'est de faire tellement de taxes sur le plastique qu'il n'y ait plus de plastique qui soit utilisé en grande partie. Il y a une taxe sur les transactions financières, qui est la plus politiquement difficile à mettre en place parce que tout le monde a un peu peur de ça. Il y a d'autres types de taxes, par exemple la taxe carbone aux frontières, pour faire en sorte que si c'est pollué si c'est produit de manière très polluée en Chine, il faut que quand le produit arrive en Europe, ça coûte plus cher parce qu'ils n'ont pas respecté les normes que nous on doit respecter et qui nous coûtent cher à produire. Voilà, donc il y a ça. Après, pour l'instant, les taxes qui sont prévues, c'est peanuts, hein. Faudrait que je vais essayer de vous retrouver l'interview que j'ai faite d'une eurodéputée qui était dans les négociateurs avec les États, dans ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire cette instance où les États membres et le Parlement européen se mettent d'accord. Quand j'ai bêtement fait le calcul de ce qu'elle me disait, j'ai fait, mais en fait, ça ne fait pas beaucoup, quoi, par rapport à un budget sur 7 ans qui fait 1 800 milliards, donc qui fait 1 000 milliards, pardon. Et finalement, c'était très peu, quoi. C'était quelques dizaines de milliards. Donc c'est une vraie question. J'ai pas de réponse, mais il y a un enjeu, c'est qu'en tous les cas, on rembourse, ou en tous les cas, on trouve un moyen de dire, bon, là-dessus, on peut s'asseoir, mais tout le reste, vous pouvez être sûr de nous. C'est un enjeu sur les marchés. Oui, merci. Bon, vous n'êtes pas ni médecin, ni économiste. Enfin, bon, on vous pose des questions qui sont, j'imagine, un peu compliquées, mais c'est des questions que les gens se posent, hein, je veux dire. Donc, je crois qu'il faut tenter, peut-être pas, bien sûr, ne pas apporter de réponse, mais d'éclairer un tout petit peu. Par rapport au vaccin, donc, un certain nombre de questions. Alors là, il y a une question notamment sur est-ce qu'il ne faut pas vacciner uniquement les plus fragiles, parce que bon, on n'est pas sûr de l'impact sanitaire des vaccins. Bon, ça, je crois que, enfin, je ne sais pas, vous pouvez donner votre opinion, mais il n'empêche que, encore une fois, vous n'êtes pas médecin, ce sont des sujets scientifiques qui sont quand même complexes. Mais par contre, ce qui est frappant en Europe, alors on voit bien entre l'Allemagne et la France, mais je ne sais pas comment ça se passe en Italie, en Espagne ou ailleurs, c'est l'attitude de la population par rapport aux vaccins. C'est-à-dire qu'en France, on est très vaccino-sceptique pour des raisons historiques, pour des raisons XY. Est-ce que la même chose est constatée dans d'autres pays? Oui. Alors, en Italie, ça va beaucoup plus loin même. C'est-à-dire que les antivax ont pignon sur rue en Italie, à tel point que l'année dernière, on avait le retour de la variole. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez il n'y avait pas assez de bébés vaccinés à la variole, et donc malheureusement, on a eu plein de décès liés à cette maladie, enfin, de décès,
en tous les cas de conséquences, de cas de variole. Pardon, excusez-moi, il n'y a pas eu de décès, c'est surtout lié à des cas. Et donc, en fait, par exemple, en Italie, c'est un vrai questionnement qu'on peut avoir. Dans les pays de l'Est de l'Europe centrale et orientale, alors, il y a de la méfiance, mais il y a une réelle envie d'avoir le vaccin en même temps. Donc, en fait, vous avez les deux. Alors, moi, ce que je peux vous dire sur les vaccins, je ne suis pas médecin, effectivement. Ce qui est difficile à prévoir, effectivement, on l'a bien vu avec la première semaine de vaccination au Royaume-Uni. Les gens qui sont excessivement allergiques, au point d'avoir des ampoules sur eux pour pouvoir lutter contre un choc anaphylactique, eux ont mal réagi. Il y en a 2 qui ont mal réagi. Mais ce sont des gens qui sont hyper allergiques. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, j'ai eu des médecins, j'ai eu des experts, des questions médicales, j'ai eu des eurodéputés qui donc ont une responsabilité politique et qui ont un rapport à cette responsabilité-là assez poussé, que ce soit Madame Valérie Trier-Lenoir, République En Marche, ou Madame Colin Oesterlé chez les Républicains, par exemple. Ils me disent non, on peut faire confiance à l'Agence européenne du médicament. C'est-à-dire que s'ils valident le vaccin, en termes d'effets secondaires, etc., c'est quand même assez cadré. Alors, est-ce qu'il peut y en avoir? Ils disent pas, ça c'est sûr, on sera tranquille, mais ils disent globalement, c'est quand même, si c'est validé par l'Agence européenne du médicament, voilà, ce sera. De toute façon, je vais vous dire, il y a une pression énorme sur l'Agence européenne du médicament parce qu'ils veulent aussi réussir sur ce coup-là. Parce que s'ils réussissent sur ce coup-là, eh ben, on aura un peu tendance à vouloir européaniser les tests de vaccins, etc., pour pas que ça soit des tests qui soient faits par-ci, par-là et que ça coûte beaucoup moins cher. Donc il y a notamment pour les petits pays. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Vous avez une méfiance par rapport à ça, d'autant plus que vous avez des fois alors moi, comme vous avez dit, je ne suis pas médecin, mais clairement, la technique ARN, là, dont on entend tellement parler, on a l'impression que c'est nouveau, alors que ça fait 15 ans qu'ils travaillent dessus. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est une Hongroise qui a émigré aux États-Unis, qui est le fer de lance des laboratoires Pilsner là-dessus. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de compétences en Europe là-dessus. On a un bon recul. Après, la seule chose qui peut faire peur actuellement, ce sont les négociations. D'ailleurs, Marine Le Pen s'est engouffrée là-dessus. Elle demande, oui, je veux absolument le maximum de transparence sur les contrats qui sont signés par la Commission en ce moment avec les laboratoires. Et c'est vrai que ça peut faire peur si on s'aperçoit que le patron de Pilsner, il vend ses actions au même moment et que comme ça, il fait un bénéfice incroyable dessus. Voilà. Donc, il y a des questionnements là-dessus. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas forcément énormément de transparence parce que c'est vrai que dans la négociation, on ne peut pas dire à tout le monde, regardez, on achète à tant de prix. Parce que ça se trouve, on peut l'avoir moins cher par ailleurs. Donc c'est un vrai sujet qui va arriver. C'est une petite bombe qui existe parce qu'il y aura toujours une méfiance là-dessus, les puissances de l'argent, les labos, les méchants labos qui sont là pour nous mettre des puces 5G en même temps que le vaccin. Voilà, il y a une vraie méfiance par rapport à ça. Et donc, cette opacité qui existe dans les négociations commerciales, qui peut être logique, voilà. Ça risque de nourrir un sentiment anti-vaccin. Et donc, on l'a vu au moment du traité TAFTA et au moment des négociations sur le CETA. C'est quelque chose qui ne passe pas du tout dans la population. Et donc, pour l'instant, on a l'impression qu'ils sont en train de faire un peu les mêmes erreurs de communication, c'est-à-dire autoriser les eurodéputés à consulter les documents, mais sans crayon, sans appareil photo, dans des pièces fermées. Enfin voilà, ça fait très bizarre, quoi. Oui, effectivement, le désir de transparence est extrêmement important dans nos sociétés. On a raison, mais il n'empêche que c'est
un choix des individus qui est extrêmement, extrêmement fort aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui faisait remarquer qu'en Italie, c'était peut-être pas la variole, mais la rougeole. Merci Louis Jourdan. Oui, Merci. C'est effectivement ça, c'est la rougeole. c'est la Voilà, rougeole. Très c'est bien. ça. Merci Voilà. beaucoup. Il y a quelqu'un aussi qui posait la question, qui va gérer la dette? Est-ce que la dette va être gérée au niveau européen par la Commission, par la Banque centrale européenne, ou est-ce que ça va être chaque État qui va gérer sa propre dette? C'est chaque État qui va gérer sa propre dette et ce sera… en fait, c'est de l'argent qui est mis au niveau européen et qui va être redispatché aux États en fonction d'un accord global qui est conclu. Donc, ça veut dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le plan de relance, l'Espagne va mettre à fond sur les nouvelles technologies, nous, on va mettre à fond sur la rénovation des bâtiments. Voilà. Donc, mais je crois que la question, c'est sur la gestion. Enfin, voilà, donc l'argent, en fait, on va le débloquer. Voilà. Il me semble que c'est la Commission européenne qui fait ça, puisque la Banque centrale européenne gère ça notamment pour les pays de la zone euro, mais pas pour l'ensemble des pays. Donc, pour un pays comme le Danemark, je sais. Bonne question. Merci de l'idée de l'article. je vais me noter ça. Merci beaucoup. C'est une très bonne question, très sensée. Donc, très bien. Je vais me renseigner. Je n'ai pas la réponse. Donc, on peut penser aussi pour le plan de relance, c'est la même chose, c'est-à-dire que, en fait, c'est chaque État, apparemment, a priori, qui, touchant l'argent des fonds de l'Union européenne, va, à l'intérieur de chaque pays, se débrouiller de cette question. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est l'impact politique de cet épisode du Covid. Parce que, bon, auparavant, avant cet épisode du Covid, on avait vu monter des populismes en Europe, hein, énormément, notamment en Italie. Bon. Aussi en Pologne, aussi même en Allemagne, en France. Bon. En Espagne, un peu, enfin encore si, en Espagne, il y avait aussi effectivement un parti d'extrême droite. Est-ce que vous avez le sentiment, de par votre situation d'observateur, que dans les circonstances après ou dans le Covid, ces populismes ont été renforcés, ont été au contraire un peu freinés? On voit en Italie, on n'entend plus parler de Salvini, mais on n'entend plus parler en France de Salvini. Comme en Europe de l'Est, on a peu d'informations. Encore une fois, ce qui est difficile, et je crois que c'est l'intérêt de ce moment avec vous, c'est que quand on pense Europe, en France, on pense français. Et qu'on a très peu de connaissances, soit parce qu'on est mal informé, soit parce qu'on ne souhaite pas s'informer de ce qui se passe dans les autres pays qui sont des partenaires. Alors, sur la montée du populisme, il y a eu les deux. C'est-à-dire que, par exemple, alors, l'exemple italien est parfait. Salvini a baissé dans les sondages parce que les Italiens ont fait corps autour de Conte, Giuseppe Conte, qui était un peu un inconnu, un technocrate qu'on a mis là pour pouvoir faire la balance entre les populistes du mouvement 5 étoiles et la Lega d'extrême droite là, de Salvini. Quand Salvini est parti et que les populistes de 5 étoiles se sont alliés avec le Parti démocrate, il est resté en place et finalement la crise a plutôt légitimé son action. Son côté prof de droit a bien fonctionné. Enfin voilà, il est avec la mise en perspective, tout ça. Donc Salvini a plutôt reculé, d'autant plus que durant l'été, on l'a vu en train de faire des fêtes et que bon, même s'il n'y a pas eu de cluster avéré, de foyer épidémique, pardon, pour parler bien français, de foyer épidémique lors de ces fêtes incroyables sur la plage où on le voyait torse nu avec des filles en maillot et des garçons en maillot à côté de lui. Sur la plage en train de faire la fête avec un DJ qui jouait derrière. Ça a plutôt mal fonctionné pour lui. C'est-à-dire que les gens lui en ont un peu voulu, surtout qu'en Italie, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, notamment l'Italie du Nord, a été excessivement touchée. Enfin, on avait chaque semaine des discours de médecins qui nous disaient qu'ils avaient dû choisir entre tel cas et qu'ils en pleuraient la nuit, quoi. Donc, c'était très malvenu. Mais aujourd'hui, dans les derniers sondages, clairement, vous avez une bascule très à droite des électeurs qui avaient tendance à voter Forza Italia de Silvio Berlusconi. Le retour de Berlusconi ne fonctionne absolument pas. Clairement, ils viennent de perdre 7 points dans les sondages. Il y en a 7 qui sont partis à la Lega, quoi.
7 points qui sont partis en faveur de la Lega de Salvini, donc l'extrême droite, et également Fratelli d'Italia, donc FDI, qui est un ancien parti d'extrême droite qui s'est recentralisé mais qui s'est redurci récemment, qui cartonne également, qui a doublé son score, qui est passé de 4 à 8% dans les intentions de vote. Donc aujourd'hui, on a clairement une poussée populiste en Italie, mais qui est contrebalancée par le fait que le mouvement 5 étoiles, qui était très fort, a reculé énormément. Donc, on ne sait pas si c'est les électeurs du mouvement 5 étoiles qui sont partis vers la Lega et Fratelli d'Italia. Voilà. Dans les autres pays, en tous les cas, ce qu'on peut constater, c'est que quand il y a une mobilisation organisée par un mouvement populiste ou d'extrême droite sur un sujet autre que le coronavirus, ça fonctionne très très bien. Par exemple, Vox en Espagne a été à l'origine d'un mouvement contre une loi sur l'éducation proposée par le parti ouvrier, enfin le parti socialiste espagnol et Podemos, et c'était eux qui étaient un peu sur la contestation, le fer de lance. Ils ont été le Parti populaire et la droite et les centristes de droite, Ciudadanos, ont rejoint, et on a eu des manifestations monstres en Espagne là-dessus. Donc il faut se méfier. Ils peuvent être effectivement très très en vogue. Et puis après, dans les pays, alors par exemple en Hongrie, j'ai vu une question sur le débat récent sur le respect de l'état de droit. En Hongrie, il y a eu une grosse mobilisation contre Orban, donc le Premier ministre hongrois, qui est accusé d'avoir mis en coupe réglée les médias, de favoriser ses proches, enfin voilà, qui gère le pays de manière pas très, de manière très inquiétante. Il y a eu des manifestations contre lui, mais finalement, ça s'est pas transformé en grand mouvement de fond pour le moment. Ça va dépendre de l'économie chez lui. Voilà. Donc ceux qui sont au pouvoir, il y a le côté légitimation, parce qu'on fait corps auprès de son gouvernement, et enfin voilà, on est tous solidaires face à l'épidémie. Et ceux qui sont dans l'opposition, il faudra voir aux prochaines élections pour en avoir le cœur net, mais en tous les cas, ils sont pas loin dans les smash. En revanche, en Allemagne, l'AfD ne fonctionne pas très bien, mais il y a une radicalisation de sa base qui est assez inquiétante, sachant que vous avez quand même, on considère qu'il y a 12 000 personnes proches de l'ultra-droite, pas simplement néo-nazis, mais également d'extrême droite très poussée, qui sont prêts à devenir violents. Et on l'a vu lors de manifs anti-masques où il y en a certains, ils ont commencé à vouloir entrer dans le Reichstag, ce qui crée des souvenirs pas très bons, quoi. Et par exemple, ils ont aussi fait en sorte de faire venir des militants dans l'enceinte du Bundestag pour aller voir les eurodéputés, les eurodéputés, pardon, des formations, les députés allemands, pour leur dire mais pourquoi vous avez voté ça, alors jusqu'aux ascenseurs, quoi. Donc il y a une radicalisation en Allemagne qui est assez inquiétante. Oui, alors justement, par rapport à cette montée du populisme, toutes ces affaires-là, on a quand même été très surpris de voir le plan de relance adopté en donnant, alors sans savoir qu'est-ce qui avait été négocié entre la Pologne, la Hongrie et l'Union européenne, puisqu'ils mettaient leur veto, je veux dire, à ce plan de relance. Et tout d'un coup, on a vu que le plan de relance, ça y est, c'était passé. Mais certainement grâce à l'habileté, entre autres, d'Angela Merkel, mais on ne sait pas quelles ont été les concessions de part et d'autre pour faire en sorte que le plan de relance fonctionne. On est un peu, alors peut-être vous n'avez pas les informations, je ne sais pas, mais c'est un peu tombé comme une lettre au Père Noël, cette affaire. Alors, il y a deux choses. Un, la Pologne et la Hongrie ont beau faire les matamores pour dire non, on n'est pas d'accord, etc. Ils ont quand même besoin de l'argent européen. Et en gros, on a sorti la grosse Bertha, et les fonctionnaires de la Commission, sur demande des États, ont réussi à trouver la possibilité de faire un budget à 25 et sans les deux canards noirs, sans les deux moutons noirs.
Donc ça leur a fait très, très peur. On a vu que Morawiecki, le Premier ministre polonais, a commencé à être moins dur que Orban, etc., qui tergiversait beaucoup. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est clé. Deuxièmement, de ce que l'on sait pour le moment, a priori, ils auraient obtenu un report de l'application de ça de 2 ans, à 2023, ce qui leur permet de sauver la face. Et donc, en fait, la conditionnalité, c'est de quoi on parle? C'est en gros de l'argent européen maintenant. S'il y a non-respect de l'état de droit, on pourra bloquer les subventions qui sont censées aller dans un pays. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc, c'est ce qu'ils ne voulaient pas, puisque d'autant plus que Orban a beaucoup d'amis qui reçoivent énormément de subventions européennes. Donc, il y avait a priori, c'est ça. En gros, ils ont sauvé la face en disant de ce que j'ai pu lire de la presse polonaise grâce à Google Traduction, en gros, c'est ça qui ressortait. En gros, ils ont obtenu un report de l'application de la conditionnalité au respect de l'état de droit. Voilà. C'est ça qu'ils ont obtenu en gros. Mais ils en avaient énormément besoin. Oui, tout à fait. Ben, merci de cet éclairage. Il y a quelqu'un aussi qui pose une question sur les médias et l'Europe en disant que fondamentalement, je ne sais pas si l'adverbe est juste, on n'est pas assez informé sur ce qui se passe au niveau européen. Alors évidemment, à Ouest France, on ne va pas dire le contraire, parce que c'est mais on peut faire mieux. On peut faire mieux toujours. Mais en même temps aussi, ça pose, et là c'est peut-être aux journalistes que vous êtes que je m'adresse, c'est-à-dire ça se pose, en même temps aussi, oui, se pose la question de notre rapport aux médias, nous, les citoyens. C'est-à-dire on ne peut pas simplement en permanence dire les médias ne font pas leur travail par rapport à l'information, ce qui est certainement réel, et en même temps, nous, comment nous informe-t-on? Comment s'informe-t-on soi-même, quoi? Il y a quand même un jeu là démocratique aussi par rapport entre le citoyen et les médias qui est, me semble-t-il, important, notamment quand on parle de la situation européenne. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Saint-Jacques a organisé cette rencontre avec vous, parce que aussi pour que nous soyons mieux informés de la situation en Europe. Alors, vaste sujet. Cependant, on peut dire les choses suivantes. Il y a des choix éditoriaux qui sont faits en France sur le fait de ne pas informer sur ce qui se passe sur l'Europe, parce que certains rédacteurs en chef ou certains chefs de service estiment que c'est trop compliqué. Enfin voilà. C'est une discussion que j'avais avec un collègue récemment sur un titre, parce que j'avais mis Ursula von der Leyen dans le titre. Et il était revenu vers moi en me disant, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait mettre plutôt présidente de la Commission? Les gens ne savent pas qui est Ursula von der Leyen. Donc je lui ai dit, bah oui, mais à force de ne pas le dire, les gens ne le sauront jamais. Donc ça, c'est un vrai souci global. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je sais que le Mouvement européen France, l'Association des journalistes européens ont écrit une tribune qui a été très relayée sur les réseaux sociaux sur le constat que notamment le service public ne faisait pas assez d'Europe. On s'aperçoit que c'est notamment vrai, c'est toujours la même chose. En gros, au niveau audiovisuel, c'est très compliqué. Ils font les mauvais choix et en plus, ils traitent ça comme une affaire étrangère. Donc forcément, l'Europe, ce sera toujours moins sexy que le dernier tweet de Trump. Bonne nouvelle, ça s'arrête le 20 janvier. Voilà. Mais donc il y a un prisme dans l'audiovisuel là-dessus. On sait que dans la presse écrite, et notamment la presse écrite régionale, il y a des fois, au-delà de Ouest France, il y a des DNA, par exemple, les dernières nouvelles d'Alsace, même la Dépêche du Midi fait souvent des choses sur l'Europe. J'ai vu des articles, je lis Sud-Ouest tous les jours, ils font aussi des choses, même si c'est moins. C'est une vraie question. Il y a aussi l'AFP, sur le rôle de l'AFP. Alors l'AFP, c'est une agence de presse que tous les françaises, agences françaises de presse, qui donnent, si vous voulez, ce qu'on appelle les dépêches. Et c'est là-dessus que nous, la plupart des médias se basent, parce qu'ils ont des journalistes un peu partout dans le monde, dans les institutions, etc. Et leurs dépêches sont proposées contre rémunération à tous les journaux. Donc, par exemple,
c'est plus simple et c'est une information qui est censée être vérifiée. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour les manifestations en Roumanie, souvent, moi, je m'appuie sur ce que va dire la dépêche. Et puis après, on va discuter avec le correspondant de quel angle on fait là-dessus, etc. Et ça peut arriver un jour ou deux après, mais tout de suite, l'information, on l'a via la dépêche AFP. Et pourquoi je vous parle de l'AFP, que l'AFP a un grand rôle, c'est que, par exemple, lors de la dernière session plénière du Parlement européen, donc la session plénière, c'est le moment où on vote. Voilà, il y avait plein de choses qui ont été faites. Moi, j'ai passé une bonne semaine de travail à ce moment-là. Vous aviez eu 4 dépêches qui ont parlé du Parlement. Une où c'était la position du Parlement qui était citée sur le coronavirus. 2 sur le discours de Ursula von der Leyen au Parlement européen, mais qui était la vision de la Commission. Et donc une sur un sujet global. Voilà. Donc voilà, sur un sujet où moi j'ai fait 4 ou 5 articles, voire plus. Non, j'en ai fait 7 ou 8. 7 ou 8. L'AFP, dans C'est le boulot, n'en a fait que 1. Voilà. Et donc si l'AFP ne fait pas, les autres journaux, s'ils n'ont pas un journaliste spécialisé et qu'ils n'ont pas mis l'accent dessus, moi je suis privilégié à Ouest France. On me dit, lors des sessions plénières, tu te concentres dessus. Tu fais vivre l'actualité du Parlement européen. Ce qui est un confort incroyable. Hein. Moi, la plupart de mes collègues dans les autres journaux n'ont pas ça. Donc, bon, voilà, c'est aussi un vrai sujet là-dessus. Et on a eu du mal à faire, par exemple, les chiffres du Covid européen. On avait les chiffres du Covid national, mais on avait, à la limite régional, grâce aux ARS, mais on n'avait pas réellement de chiffres européens pour mettre ça en avant. Donc ça, c'est un vrai souci également. On l'a fait plusieurs fois sur le site de westfrance.fr, dans le papier aussi, mais c'était par à-coup. Voilà. Et souvent, et c'était plus souvent sur comment ça se passe ailleurs en Europe, voilà, en comparatif, au lieu de se penser européen et de penser tout ça. Mais voilà, donc ça dépend de ça. Enfin, sur les médias et l'Europe, oui, on n'est pas très bon. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut, c'est aussi citoyen de privilégier des choses, mais vous savez, les citoyens, des fois, c'est compliqué. Il y a un grand questionnement. Je me pose beaucoup de questions en ce moment sur la question des algorithmes, parce que vous savez, sur nos téléphones, je vais vous montrer. Vous avez, par exemple, sur l'Apple, vous avez ce qu'on appelle Apple News. Et donc, en fait, Apple sélectionne une série d'articles. Alors, est-ce qu'il y a le Ouest France dessus? Non, il n'y a pas le Ouest France aujourd'hui dessus. Mais cette sélection d'articles qui est faite par Apple avec plusieurs médias européens, Le Parisien, Huffington Post, Elle, Challenge, Ouest France régulièrement, ça a un impact énorme. C'est-à-dire que pour un article où si je suis bien référencé sur Google, je peux être entre 300 et 2000 personnes dessus à la seconde. Quand c'est Apple News, tout d'un coup, je peux avoir entre 1100 et 5000 personnes, voire 7000 personnes dessus. Mais la question est, sauf que comme on ne parle pas d'Europe régulièrement, c'est pas une question qui intéresse les gens. Nous, les médias, on a ce rôle-là, ce qui fait que ce rôle négatif, qu'on intéresse moins les gens aux questions européennes. Donc, s'ils sont moins intéressés sur les questions européennes, ils ont moins tendance à cliquer dessus. Si les gens ont moins tendance à cliquer dessus, l'algorithme de Apple ou de Google ou de Samsung va se dire, ça ne les intéresse pas les gens. Donc, je ne vais pas mettre ces sujets en avant. Et donc, c'est un cercle vicieux qui est en train de se créer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne regardent pas le journal du soir, les journaux télévisés, ils ne lisent pas les journaux. Ils écoutent plutôt des radios musicales où le flash info se réduit à 30 secondes d'information. Et leur grosse source d'information, c'est Apple News, Samsung, je ne sais plus comment, ou Google. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que Google ait très envie de mettre en avant toutes ces informations-là parce qu'ils se disent que ça n'intéresse pas les gens. Voilà. Donc ça, c'est un vrai questionnement pour l'avenir. Oui, je crois qu'on aura peut-être l'occasion à l'ABI ou ailleurs de faire un débat, enfin, d'approfondir cette réflexion sur les nouveaux médias et la manière dont, d'une certaine manière, on est orienté vers tel ou tel sujet. Il y a une petite question qui avait été posée aussi, c'était en disant, la notice explicative de l'accord sur le plan de relance, elle n'a pas été diffusée. Et vous nous avez expliqué rapidement
que la Pologne et la Hongrie, enfin ce qui s'était passé avec la Pologne et la Hongrie, mais il y avait une notice, la personne qui pose la question devait être. Il y avait une notice explicative et elle n'a pas été diffusée. Ouais. Oui, mais parce que ce sont des négociations diplomatiques. C'est-à-dire que lors des conseils européens, lors des sommets européens, comme on dit, ce sont des diplomates qui discutent entre eux. Ou des représentants politiques, certes, mais c'est via des diplomates, notamment les Sherpas, comme on les appelle, ceux qui sont les gros négociateurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même quand il n'y a pas le Covid et qu'il y a plein de journalistes au bâtiment Europa qui est à Bruxelles, dans le quartier européen où se déroule le Conseil européen, en gros, vous avez une énorme salle, vous avez 1000 journalistes qui sont présents, généralement avec beaucoup de café et beaucoup de gâteaux à manger également pour tenir le coup. Peu d'alcool, contrairement à ce qu'on pense, mais il y en a un peu, mais peu. Et puis en gros, tout d'un coup, vous avez donc ça se passe dans des bureaux fermés, hein, on ne sait pas ce qui se passe. On regarde sur Twitter s'il y a la déclaration d'un dirigeant qui peut nous faire dire que ça va plutôt dans ce sens-là ou pas. Et puis tout d'un coup, vous avez un mec de la délégation, par exemple par exemple Clément Beaune, par exemple, il était très fort là-dessus. Il avait un assistant qu'il a envoyé avant qu'il soit ministre, par exemple. Il avait un assistant qu'il a envoyé quand c'était des nouvelles pas très importantes pour faire monter un peu la sauce. Donc son assistant arrivait, il allait voir les journalistes. Salut, comment vas-tu? Très bien. Voilà. Oui, ça se passe mal, etc. Il donne quelques infos en français. Là, tout d'un coup, il y a le journaliste belge qui arrive, le journaliste italien, commence à avoir des infos. Vous avez tout d'un coup 50 personnes, 50 journalistes autour du diplomate. Et puis, quand c'est l'assistant, généralement, ça ne va pas très loin parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de donner trop d'infos. Et puis, des fois, c'est des mini-conférences de presse, les fameuses sources. Hein, quand vous voyez un article lors d'un sommet européen avec marqué selon une source diplomatique française, bah, voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on a les infos. Donc, en fait, c'est très compliqué pour nous de valider. Ce que je vous ai dit, c'est je me suis fondé sur les déclarations officielles. Voilà, ça c'est plus simple, c'est plus sûr. Le reste, c'est de la négociation. Et un autre problème qu'on a également, c'est que les conférences de presse à la fin du sommet européen, elles ont lieu en même temps. Parce qu'évidemment, ils ont tous envie de partir après avoir négocié très longtemps. Donc, vous avez la conférence de presse du président de la Commission, la présidente de la Commission avec le président du Conseil européen. Vous avez en même temps ou juste après la conférence d'Angela Merkel. Et en même temps encore, vous avez celle de Macron, sans compter les autres. Donc, vous imaginez que pour moi, en tant que journaliste, qui doit écrire en plus mon papier rapidement parce que l'algorithme de Google va privilégier l'article qui est arrivé le plus complet, mais en premier également, je n'ai pas le temps de vérifier toutes les conférences de presse et tout ce qui est dit. Donc voilà. Donc, effectivement, il y a eu des choses là-dessus. Ce sont des documents qu'on essaye d'avoir en tant que journaliste. On essaye de faire jouer le pathos avec les diplomates en disant ouais, souviens-toi, la dernière fois, j'ai fait passer cette information-là, cette fois, est-ce que tu peux me donner ça? Voilà, c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qui a été réellement décisif? Je ne sais pas. Voilà, Johan Abivin, qui est avec moi là, dans mon bureau, me souffle. Effectivement, on ne peut pas vous laisser partir sans vous évoquer un petit peu le Brexit, parce que même si ça n'a qu'une. Enfin, encore que, ça n'a que lointain. C'est loin du sujet qui nous a préoccupés ce matin, mais il n'empêche que c'est d'une actualité brûlante. On s'attend, j'imagine, dans les heures qui viennent, à ce que Boris Johnson annonce que ça y est, je veux dire, il n'y a pas de deal entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce que je viens de dire vous paraît juste? Comment vous voyez les choses? Et puis, s'il y a un no deal, effectivement, est-ce que, mine de rien, ce no deal ne sera pas un effet d'annonce là, parce qu'il faut bien décider, mais qu'ensuite, de toute façon, les négociations vont reprendre. On ne sait pas très bien quelles pourraient être les conséquences immédiates du no deal. Et encore une fois, où en est-on de cette affaire du Brexit qui inquiète quand même pas mal. Encore dans votre journal ce matin, il y avait les industriels et la Bretagne s'inquiètent beaucoup du fait qu'il y ait éventuellement un no deal. Alors, dans la rédac de Ouest France, ça fait bien rire mes collègues en ce moment parce que je passe des grosses journées. Et ils me disent, ça fait 4 ans que tu attends ça, Fabien, en même temps, c'est logique que tu sois là toute la journée.
parce que je fais un peu des journées de 9h, 23h, voire un petit peu plus tôt, en ce moment pour suivre. Voilà. Par exemple, quand il y a le dîner, le fameux dîner entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen, ben, voilà, typiquement, on a attendu 23h, 23h15. Et d'ailleurs, Ouest France a été le seul gros média à pusher, à envoyer une alerte sur les téléphones pour dire les résultats, donc pour rebondir sur la discussion d'avant. Clairement, dans toutes les chancelleries, c'est plutôt une fumée noire qui est en cours. On le voit dans les déclarations maintenant de Boris Johnson notamment et d'Ursula von der Leyen. Donc maintenant, en fait, on attend la décision de valider ça. Il y a 3 points principaux qui portent problème. 1, la pêche. Ce n'est pas le plus difficile, mais c'est symbolique. 2, c'est la gouvernance et le règlement des différends. C'est-à-dire que si demain, il y a une législation qui va vraiment à l'encontre du côté britannique de ce que nous, on a décidé en Europe, ou inversement, qui est-ce qui tranche sur qu'est-ce qu'on peut importer ou exporter pour avoir accès au marché unique. Voilà. Et 3, donc il y a la gouvernance, et puis il y a les contrôles. Enfin bon, bref, il y a 3 points comme ça, sur lesquels, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour des raisons non pas techniques, mais pour des raisons politiques. Parce que du côté du Royaume-Uni, il y a eu une là, récemment d'un tabloïd qui disait « Nous, on a toujours simplement voulu notre liberté ». Ils se présentent comme s'ils étaient Nelson Mandela enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas en prison avec l'Union européenne. Vous avez fait le choix de sortir, ça c'est votre choix, mais vous n'êtes pas en prison. Arrêtez de dire n'importe quoi. Donc c'est compliqué, d'être. Ils sont dans un rapport idéologique et Boris Johnson doit gérer quand même sa base par rapport à ça. Maintenant, ceci étant dit, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Et puis ils sont dans un rapport, ce qui est incroyable, depuis 4 ans avec les Britanniques. Mais vraiment, je vous le dis, moi ça me paraît complètement fou. Depuis 4 ans, moi, on m'a toujours vanté depuis que je suis petit le pragmatisme des diplomates britanniques. On m'a toujours dit, mais la France, elle est idéologique et derrière, c'est les Britanniques qui emportent le schmilblick parce que la négociation, parce qu'eux, ils ont été pragmatiques, ils ont été prêts à fermer les yeux sur un point pour pouvoir obtenir le marché. On a encore sorti ça au moment de l'attribution des Jeux Olympiques à Londres, où on m'avait dit oui, mais tu comprends, eux, ils ont fait une stratégie d'influence au dernier moment, ils y sont allés à fond, même si nous, on avait le meilleur dossier. Voilà. On m'a toujours dit ça. Et en fait, sur le Brexit, ils n'ont jamais été prêts sur les conséquences concrètes. Mais il ne faut quand même pas oublier ça. Hein. C'est-à-dire que l'establishment britannique et notamment anglais ne s'attendait pas à ce que le peuple vote non, enfin vote Brexit. Bon, ça, je veux bien l'entendre. Bon, ça arrive. Ils n'ont pas senti le pays. Enfin, voilà, ils n'ont pas prévu les conséquences de ce qu'ils proposaient aux gens. OK. Mais au bout d'un an, Jean-Claude Juncker avait fait un dîner avec Theresa May. Il est ressorti du dîner et il a dit, avant de rentrer dans sa voiture, mais c'est incroyable, ils ne sont toujours pas prêts. C'est-à-dire que nous, on est arrivé avec des bataillons d'eurocrates, des bataillons Barnier a fait un travail extraordinaire, on appelle même ça la méthode Barnier maintenant à la Commission européenne, parce qu'il a réussi à mettre tous les États ensemble, à les informer d'une certaine manière, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas réagir 6 mois après en disant « Ah mais non, je n'étais pas au courant, je ne suis pas d'accord, etc. » Donc, on a été plutôt très bon là-dessus. Et à chaque fois qu'on leur disait dans les négociations, oui, vous voulez ça, mais concrètement, ça veut dire, pour le citoyen, ça veut dire ça, ça et ça. L'enfant de ces citoyens, est-ce que ça s'applique? Et là, ils disaient, mais on verra ça plus tard. Non, on ne voit pas ça plus tard. Et donc là, on est en train d'avoir un divorce dur où le Royaume-Uni va devenir un État tiers, c'est-à-dire comme le Botswana. Voilà, le Royaume-Uni, ça va être le même niveau que le Botswana pour nous, c'est-à-dire que c'est un État qui existe, avec qui on peut commercer, mais pour lequel on va appliquer les règles de l'OMC et on va contrôler tous les produits qui vont venir de chez eux vers chez nous. Donc, il va y avoir des conséquences très concrètes. Il va y avoir, je suis en train de me remémorer tous les articles qui sont prêts pour Ouest France une fois que l'annonce sera prête. Donc concrètement, vous pourrez, vous, en tant que particulier, voyager au Royaume-Uni
À partir du 31 octobre, il vous faudra un passeport en cours de validité, plus de carte d'identité. Pour vos animaux de compagnie, si jamais vous voulez vous installer au Royaume-Uni, il va falloir faire des tests antirabiques. On revient en arrière par rapport aux facilités qui avaient été faites. On revient à la situation antérieure. Et c'est surtout les entreprises qui vont être concernées. Alors, je ne parle même pas des pêcheurs. Alors, les pêcheurs, s'il y a de no deal, ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit d'aller dans les eaux poissonneuses britanniques, qui sont les eaux les plus poissonneuses d'Europe. Donc, nous, on n'aura plus le droit d'y aller. Le gouvernement britannique a déjà fait savoir, oui, on va envoyer l'armée pour contrôler tout ça. J'attends de voir. Mais quand on se souvient de la bataille de la coquille qu'il y a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, il a failli y avoir des gens qui ont failli basculer à la mer. Donc, ça a été assez chaud. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'aller pêcher chez eux. Ce qui est problématique pour les Français, mais vous imaginez même pas pour les Belges, ils ont 20 km de côte où ils peuvent pêcher, quoi. Tout le reste, c'est britannique. Donc, ils sont tellement embêtés qu'ils nous ont sorti un vieux traité du XVIIe siècle où 45 bateaux belges pouvaient aller pêcher dans les eaux britanniques pour l'éternité. Voilà. Donc, les Belges, ils sont à ce niveau-là. Donc, ça aura des conséquences assez compliquées pour nous à soutenir, notamment donc ça veut dire, en gros, c'est 800 millions d'euros pour la France, de soutien aux pêcheurs, en gros. Mais ça veut dire aussi pour les Britanniques qu'ils ont beaucoup de poissons, mais ils ne pourront pas les vendre chez nous. Et ça les embête, parce qu'ils sont hyper exportateurs. Les Britanniques mangent très peu de poissons, finalement. Et en fait, ils exportent beaucoup par rapport à ce qu'ils pêchent, je veux dire. Ils mangent du poisson comme tout le monde, mais par rapport à ce qu'ils pêchent, ils exportent énormément vers l'Union européenne. Donc, pour eux, c'est un marché qui est perdu, qui est terrible. C'est terrible pour eux, quoi. Donc, il va y avoir des conséquences très concrètes de ce niveau-là à partir du 1er janvier. Et donc, ça veut dire que les gens, par exemple, les Français qui sont très nombreux, ils ont besoin d'un settled status, qui est un document à avoir. J'espère pour eux qu'ils l'ont fait en temps et en heure parce qu'on sait très bien avec l'administration britannique que les changements forts peuvent arriver du jour au lendemain et qu'on peut avoir des soucis là-dessus. Voilà, c'est ça les conséquences très concrètes Et puis pour nos entreprises, ça veut dire aussi une taxation qui va être plus lourde pour quand on veut exporter vers le Royaume-Uni. Alors, tous les secteurs de l'économie n'est pas forcément impacté. Quelqu'un qui produit localement n'a pas de problème, mais pour le fleuriste britannique qui fait importer beaucoup de ses fleurs depuis les Pays-Bas, par exemple, ça va être un surcoût énorme. Voilà. Et a priori, pour les retraités britanniques, alors ils sont inquiets, mais il y avait quand même des accords qui ont été passés, qui font qu'ils recevront toujours leur retraite quand même. Voilà. Oui, une dernière. Il y a Johan qui me souffle une question. Comment dire, qu'est-ce qui va se passer à Calais? Est-ce que le port va être bloqué? Parce qu'on peut penser que là aussi, il va y avoir des files de camions. Enfin, c'est un petit peu l'image qu'on a quand on regarde la télévision. Enfin, je veux dire, après, on n'habite pas Calais, donc on ne sait pas. Alors, Calais, Ouistreham, Saint-Malo. Ouais. Saint-Malo a pas mal de gens qui vont être embêtés. Ouistreham surtout. Ouistreham et Calais sont les 2 ports, et Le Havre. Ouistreham, Le Havre et Calais sont les 3 ports qui vont être les plus impactés là-dessus. En fait, c'est tout bête, mais vous avez un peu plus de papasserie. Et c'est pas très grave la papasserie. Votre camion, il part quand même. Sauf qu'au lieu de mettre 1 minute, votre camion, il va mettre un quart d'heure. Et quand vous avez 1000 camions à passer d'un coup, ça veut dire des files d'attente énormes. Alors, a priori, pour le moment, du côté européen, ça se passe un peu mieux que du côté britannique. Parce que nous, les produits sont conformes. Et donc, globalement, pour l'instant, avec un niveau d'exigence qui est suffisamment élevé, qui font que les contrôles des produits vont être plus simples à faire. C'est le côté britannique où ça va être assez compliqué, notamment dans le Kent, où là, ils ont prévu des parkings énormes, où là, pour le coup, les contrôles vont demander plus de temps. Et voilà, et donc ça va être, c'est ça qui va être
que vous allez avoir comme impact principalement pour les camions et pour les gens qui exportent. Mais ça veut dire que pour vous aussi, vous allez avoir j'ai oublié, mais par exemple, vous allez plus, si vous prenez l'avion, par exemple, je sais pas moi, de Saint-Malo pour aller ou de Rennes pour aller à Londres, vous pourrez plus passer par le contrôle des Européens où vous n'avez pas de contrôle. Là, vous serez obligé de passer par le contrôle des gens hors Union européenne, enfin, vous savez, le contrôle des non-membres. Donc, ça veut dire que vous allez devoir passer un passeport. Ce n'est pas très long, mais ça vous fait perdre du temps. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont avoir un impact. Et puis, enfin, voilà. Puis, il y a aussi les questions des médicaments. Enfin, voilà, il y a, par exemple, l'Allemagne produit énormément de ces médicaments au Royaume-Uni. Et donc, ça veut dire que pour transférer ces médicaments, ça veut dire qu'il va falloir que ça risque de prendre plus de temps. Donc, ils ont fait des stocks énormément pour ne pas subir de pénurie en Allemagne notamment. Peut-être une des dernières questions qui se posent, c'est au sujet des flux migratoires. Comment dire, bon, il y a beaucoup on sait bien, il y a beaucoup d'immigrés qui partent, enfin, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller au Royaume-Uni. Est-ce que le Brexit risque d'avoir des conséquences lourdes, même pour nous en France, par rapport, encore une fois, à ces flux qui, de toute façon, quoi qu'on en dise, ne cesseront pas du jour au lendemain en Europe? Alors, il y a un accord bilatéral sur le contrôle de la frontière britannique à Calais. C'est-à-dire que vous avez une frontière britannique à Calais, et c'est la France qui la gère pour le Royaume-Uni. C'est un peu abscon, mais c'est en gros, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour que le Royaume-Uni nous finance, nous, parce qu'on gérait la gestion de son immigration à ce niveau-là. Ça ne va pas changer. Malheureusement, il y a énormément de migrants qui ont des gens plutôt de leur famille au Royaume-Uni, donc qui vont vouloir venir au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui tentent de la traverser avec il y a de plus en plus de morts dans la Manche, ce qui est assez terrible. Voilà. Donc non, ça ne va pas changer ça de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, la question du contrôle, Parmir Priti Patel, la ministre britannique d'origine indienne et anglaise, est sur une ligne très très dure par rapport à l'immigration. Et donc, donc, de toute façon, ça ne va rien changer. Il y a un système de permis à points, etc. Donc, ça ne va pas changer pour les migrants. Voilà. Bien, écoutez, on va vous remercier, Fabien Cazenave, de ce moment passé avec vous, des questions qui ont été posées. Il faut signaler que cette visio a été aussi mise en œuvre en partenariat avec le mouvement européen d'Ille-et-Vilaine, qui est un mouvement important dans notre région. On pourrait dire aussi que, de toute façon, on aura peut-être l'occasion de vous retrouver en direct à Saint-Jacques dans les mois ou les années qui viennent, parce que c'est vrai que cette question européenne, elle est centrale. On n'a pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais quand on disait l'Europe, je veux dire, on la connaît mal, on pourrait un jour aussi imaginer une éducation à l'Europe, parce que fondamentalement, il y a quand même ça aussi qui joue. C'est-à-dire que nous, Français, nous sommes très peu éduqués à l'Europe, et nos enfants, nos jeunes connaissent peu les mécanismes européens, et surtout, qu'est-ce qui préside à cette belle idée d'Europe, quoi, que l'on perd en ce moment dans beaucoup de pays, notamment à cause des poussées populistes, des crises économiques et de la crise du Covid. Vous l'avez fort bien marqué. Donc, merci encore. Donc, je voudrais signaler les prochaines visioconférences à l'abbaye. Donc, nous aurons le plaisir le 16 décembre à 10h d'avoir une visioconférence autour de Jean Sullivan, animé par Jean Lavoué et 6 auteurs qui sont proches de Jean Lavoué et qui ont participé à un ouvrage collectif autour de Jean Sullivan. Donc, c'est le vendredi 16 décembre à 10h, le mercredi, 16 décembre à 10h. Le 23 décembre à 10h aussi, il y aura une visio avec Cathy Leblanc et Jean-François Petit, qui sont des philosophes, autour de la dernière encyclique du pape
François, l'encyclique s'appelle Fratelli Tutti, et c'est vrai que c'est un texte important et qui corrobore bien ce qu'un certain nombre d'entre nous pensons en termes de solidarité aujourd'hui. Ensuite, vous avez un petit intermède, là, qui est un intermède culinaire, puisque le 17-12, il y a un atelier cuisine en visio avec des chefs de cuisine qui s'appelle Au Fourneau. Alors, c'est vrai que la visio ne permet pas les odeurs, donc je ne sais pas comment ce sera fait. Enfin, ceux et celles qui ont envie de préparer Noël avec Saint-Jacques autour du visio, ben, vous êtes invités donc le 17 décembre à 10h en visioconférence. Je vous invite aussi à consulter la newsletter de l'abbaye. Vous avez toutes les informations sur tout ce qu'organise l'abbaye jusqu'à Noël. Et puis, je pense qu'après Noël, il y aura d'autres rendez-vous comme celui de ce matin. Je vous invite aussi, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire un don à l'abbaye pour financer ces visios, parce que c'est vrai que les intervenants ont la gentillesse d'intervenir bénévolement, mais derrière, il y a des moyens logistiques qui sont déployés. Et c'est vrai que par les temps qui courent, des lieux comme l'abbaye de Saint-Jacques sont quand même financièrement assez menacés, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis le 15 novembre, bon, l'abbaye ne reçoit plus personne. Or, c'est aussi une maison d'hôtes, et donc on ne sait pas du tout comment les choses vont se produire dans les mois qui viennent. En tous les cas, merci Fabien Cazenave de ce matin, de cet éclairage quand même sur beaucoup de points concernant cet épisode Covid en Europe. Et puis, on vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année. Au plaisir de vous retrouver bientôt sur le site de l'abbaye. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup.